Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Goûter panafricain. Aujourd'hui, sujet très important, on va parler de Doumbik Fakoli et sa situation au Mali. Mais avant de démarrer, j'ai envie de vous présenter, comme d'habitude, nos panélistes, nos brillants intervenants sur la chaîne Goûter panafricain. On va démarrer. Ça fait longtemps qu'il n'était pas là. C'est Daniel. Comment tu vas, Daniel, depuis le temps? Bonjour, ça va très bien, merci. Ouais, Daniel, donc n'hésite pas vraiment à parler fort et être proche de l'écran, comme ça on puisse bien t'entendre. Juste à côté, c'est Hachem Soud. Comment tu vas, Hachem Soud? Ça va, c'est bon, très, très bien. Je pense que l'heure est grave, hein. Donc effectivement, il nous manque Aton, mais Aton donc a eu un rendez-vous. On avait prévu effectivement de faire, une plateforme avec un certain nombre de nos amis, hein, au niveau intellectuel, et on a préféré, commencer donc par s'exprimer en petite équipe, en petit comité, et voilà. Donc on pense très fort à Doumbé. Très bien. Alors, il va falloir que tu remettes ton micro. La dernière personne, c'est Thibaut d'Africain du Monde. Comment tu vas, Thibaut? Je vais très très bien. Bonjour à tous. Bonjour Adilsou. Bonjour Daniel. Bonne arrivée. Hein. Bonjour. Le sage de l'équipe. Bonjour Thomas. Et Bonjour, puis, salut. je pense que l'actualité est vraiment un peu lourde avec ce qui arrive en Afrique en général, au Mali en particulier. Donc, on va essayer de faire en sorte que un combattant qui a quand même plus de 70 ans puisse encore rester en prison. Ça va pas avec la logique africaine, quoi, qui va dans le respect des anciens. Et là, on est un peu à l'inverse de cette histoire. Donc, on va essayer de clarifier tout ça pour apporter notre soutien à Doumi Fakoli et pour qu'il soit libéré au plus tôt possible. Ok, tu as déjà commencé à introduire le sujet. Donc alors, situation grave pour Doumbé Fakoli. Si vous ne connaissez pas Doumbé Fakoli, c'est un écrivain malien né en 1944. Donc comme disait Thibaut, il a un certain âge. Donc il a passé essentiellement, il a fait des études en France et ensuite il s'est spécialisé notamment sur les religions africaines. Et il préconise en fait, Doumbé Fakoli, il préconise de rompre avec les religions abraïques pour adhérer essentiellement au kémitisme. Il a fait également aussi des conférences sur la spiritualité africaine. Donc, Doumbé Fakoli, on va dire qu'il s'attaque à chaque fois à un sujet qui est sensible, c'est la religion. On sait que la communauté noire est éparpillée dans les religions, musulmans, chrétiens, un petit peu kémétisme. Et lui, il préconise, lui, son parti, c'est le kémétisme. Et il se trouve dans une situation compliquée au Mali, dirigé actuellement par Assimi Goïta, essentiellement musulman, et il a été emprisonné. Vous voulez en parler aujourd'hui de sa situation? Je voulais que vous donniez vos avis sur ce que vit actuellement Doumbé Fakoli, surtout qu'on a parlé beaucoup d'Assimi Goïta en disant que on était fiers de lui qu'il ait pris le pouvoir, et maintenant un petit peu ça contrebalance un peu nos propos. Je voulais aussi savoir quels sont vos avis sur cette situation. Et on va commencer tout simplement avec Daniel, ensuite Hachem Soud et Thibaut. Ça va être plus une partie débat aujourd'hui. Et on va vous laisser la libre parole. Et à la fin, on vous passera aussi des liens pour, si vous voulez faire un don pour soutenir Doumbé Fakoli. Les liens seront sous la vidéo et on vous le partagera en même temps sur notre vidéo Goûter panafricain. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner et commenter les vidéos. À chaque fois, j'oublie de le dire, mais pensez à le faire, c'est très important pour nous aider à progresser. Donc Daniel, qu'est-ce que tu en penses de la situation de Doumbé Fakoli, de ce qu'il est en train de vivre, et pourquoi penses-tu que c'est juste qu'il soit emprisonné? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense qu'il est en cohérence avec ce qu'il est. S'il est panafricaniste, il est pour qu'on dépasse certaines, on va dire, certaines incongruités, certaines lourdeurs du passé. Donc, il est tout à fait. On ne peut pas lui demander, en tant que panafricaniste, de prôner autre chose. Donc, je trouve dommageable que certains aient réagi par rapport à ça, qu'on ait sombré dans l'émotion.
eu égard aux problèmes réels que rencontre le Mali, problèmes à la fois politiques, à la fois au niveau de la géostratégie. Donc, je pense qu'il y avait autre chose à faire que de l'incarcérer, et que c'est pas le moment de se désunir, justement. Et c'est aussi, je pense que c'est aussi un très mauvais, un très mauvais signal donné parce que ça décrédibilise un petit peu tout ce qui a été fait depuis. C'était encourageant, mais si on a encore, on s'arrête encore sur des choses, la religion. Bon, tout le monde a une religion, hein, ce n'est pas ça le problème. Le problème est ailleurs, et donc et encore, c'est pas tout d'avoir entamé. On va dire, on a entamé que le début du combat. Le combat est beaucoup plus long, et donc c'est pas vraiment pas le moment de perdre du temps dans ce genre de choses. Voilà, c'est tout ce que Ok. j'avais. Alors, je vais demander à Shensoud, merci pour ton avis, Daniel. À Shensoud, qu'est-ce que tu en penses de cet emprisonnement? D'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le contexte, pourquoi il s'est fait emprisonner? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est injuste? Est-ce que tu peux nous donner plus d'informations à Shensoud? Alors, il faut savoir que Doumbi donc a une plateforme, hein, sur laquelle effectivement il poste régulièrement ce qu'on appelle ses propos, puisqu'il représente l'association 3 RNA, qui veut dire Renaissance. Et au travers donc de son dernier propos, et même celui l'avant-dernier, si je me trompe pas, le 36e, il mettait en perspective les élections qui doivent se tenir donc suite à la transition et aux accords qui ont été trouvés donc avec les différentes instances de l'Union africaine, etc. De dire que effectivement le pré-projet pour que les candidats puissent éventuellement se présenter posait problème. Notamment, il a mis en évidence le fait que l'on doit prêter allégeance à Dieu pour pouvoir se définir comme un être intègre, honnête. Et Doumbi Fakoly a ce mot-là, ce mot qui est très intéressant pour quelqu'un qui a le souci effectivement du peuple, de dire ce n'est pas Dieu qui va régler le problème du Mali, mais c'est les hommes que vous allez élire, je vous l'interprète, hein, les hommes que vous allez élire et que vous devez servir jusqu'à la mort. Donc il y a déjà ça, donc il met de côté Dieu. Et deuxièmement, il rejette aussi par rapport à l'article 31, si je me rappelle bien, qui prône l'utilisation du français comme langue d'échange et le bambara comme langue vernaculaire, on va dire, comme étant le socle de la nation malienne. Il indique que si effectivement on pose ça de cette façon-là, ça va poser problème parce que les échanges avec les sous-régions, il y aurait à un moment donné un hiatus. Il y a une incompréhension qui va s'installer du fait de la diversité linguistique des pays qui composent donc ce continent, ce vaste continent qu'est l'Afrique. Et il prône justement de mettre en avant une langue fédératrice qui serait fondée sur les médounétaires et plus largement le démotique. Il a indiqué que si effectivement on fait un effort au niveau éducatif, en 5 ans, les enfants intégreront un réflexe linguistique qui permettrait effectivement de penser que le médounétaire, donc langue des anciens égyptiens, est une langue facilitatrice dans les échanges commerciaux, sociétals, etc. Et notamment, ça définirait une identité kémite. Et partant de ce postulat,
Doumbi Fakoly a eu le mérite, hein, moi je l'ai rencontré à plusieurs reprises, donc lorsqu'il était en France, il n'a pas bougé d'un iota, c'est-à-dire qu'il a toujours été droit dans ses bottes. Pour lui, la culture, hein, je dis bien les cultures ancestrales, sont tellement riches que tous les problèmes identitaires, psychologiques vont être balayés, justement parce que à travers la langue, à travers la richesse culturelle, on va s'approprier une identité qui est vraiment kémite, en lien avec nos ancêtres. Et ça, c'est très, très beau et très, très fort. Alors, Ok, alors juste excuse-moi de te couper. Donc, tu t'as alors, dressé le portrait de Doumbi Fakoly. Maintenant, la situation, elle est que il a été arrêté. Pourquoi, en fait? Pourquoi il alors, a été arrêté? il Qu'est-ce qui se passe, en fait? alors justement, et c'est là qu'on s'interroge, il y a eu un événement qui est complètement, il n'y a pas de lien entre Doumbi Fakoly et un jeune qui a posté sur les réseaux sociaux un acte blasphématoire. Il a piétiné le Coran. Et ce jeune homme donc est recherché aujourd'hui. Et c'est quand même un événement analyseur. Ça a mis en évidence le fait que la société civile, une grande partie de la population a condamné fermement cet acte-là. Et par là même, le ministère des cultes, hein, le ministère des Affaires religieuses, a passé son temps à pourchasser justement les personnes ou les intellectuels, on pourra aller vite, qui justement allaient dans le sens de blasphémer. Et ils ont trouvé effectivement que les propos que tenait Doumbi Fakoly étaient aussi blasphématoires. C'est pour ça ils l'ont arrêté, relâché et réincarcéré. Il faut Ok, savoir que son procès est prévu au mois de mars et qu'il a vraiment besoin d'un financement. ok. Alors, je vais te poser maintenant la question à Thibaut. Donc, comme vient de le dire Hachem Sout, il y a eu un acte blasphématoire d'une personne et, euh, et par la suite, une police religieuse, si j'ai bien compris, a enquêté sur d'autres types d'individus qui entre guillemets, blasphémaient la religion donc, coranique, vu que c'est les musulmans en majorité au Mali. Et donc, il tombe sur Doumbi Fakoly et comme ça, il l'emprisonne. Si j'ai bien compris, si on résume l'affaire. Thibaut, qu'est-ce que tu en penses donc, de cette situation et on voudrait savoir ton avis. Il faut juste que tu remettes à chaque fois ton micro, Thibaut. Et voilà. Oui, c'est vraiment, je trouve que c'est un acte qui est regrettable en elle-même parce que on est quand même dans un État qui est en pleine transition révolutionnaire et donc on ne peut pas confondre un acte qui a été posé par un individu identifié, recherché, avec des revendications politiques. Alors, juste, ton son est un peu bas. Est-ce que tu t'as baissé ton son ou pas? Tu as touché à quelque chose, peut-être? Attends, je vais juste voir. Sinon, ben, il est à 80, donc ça devait être bon. Hein. Ah, ok, vas-y, juste Ça parler devait un être peu. bon, oui. Et là, c'est bon. Là. On va, tu peux continuer, vas-y. Ouais, donc, je disais que c'est regrettable de confondre à la fois une personne qui pose un acte qu'elle a estimé selon ses propres revendications à une action militante de Doumi Fakoly qui date quand même de plus de 30 ans. Donc, on ne peut pas confondre les deux. Deuxièmement, Daniel a dit quelque chose de juste, c'est que c'est pas le moment de se perdre en diversion. C'est-à-dire que c'est pas le moment d'incarcérer des personnes qui luttent avec le pouvoir en place. Parce que Doumbi, il a fait plusieurs vidéos dans lesquelles il conseillait l'équipe actuelle à pouvoir prendre des décisions courageuses et aller de l'avant. Donc, une personne comme ça ne peut pas être en prison pour des raisons, soit dites en passant, religieuses ou pas. Ça n'a pas de sens. Je pense qu'aujourd'hui, les autorités actuelles du Mali
doivent libérer Doumi Fakoli déjà pour l'Afrique entière, pour tous les militants qui sont dans ce sens, et puis pour eux-mêmes, parce que c'est créer quelque part une porte inutile d'ailleurs. En fait, c'est comme s'ils tiraient eux-mêmes une balle dans les pieds, comme on dit généralement. C'est complètement à contre-courant et à contre-sens. C'est pas productif. En l'état actuel des choses, c'est pas productif. Et puis, quand on prend en compte la culture africaine, ben, c'est quand même difficile de garder en prison une personne qui a plus de 70 ans. Ça n'a pas de sens. C'est vraiment un non-sens. Donc, il va falloir que les autorités actuelles que nous avons soutenues et que nous continuons à soutenir libèrent le plus tôt possible Doumi Fakoli et que, par contre, le ministre des cultes, il doit rendre compte. Parce que être ministre des cultes, ça ne veut pas dire être pour une religion. Parce que le Mali, c'est pas un État musulman, à ce que je sache. C'est pas un État confessionnel, à ce que je sache. Parce qu'au Mali, on a toutes les religions au Mali. On a les religions d'Amon, les religions africaines. On a des religions chrétiennes. On a, le bouddhisme. Bon, on a tout ça. Et puis on a des personnes qui sont complètement civiles, qui ne s'intéressent pas à tout ça. Donc le Mali est vaste, à la fois de ses pratiques religieuses et à la fois aussi de ses choix politiques. Donc on ne peut pas, dans un État aujourd'hui qui est quand même un peu menacé à toutes ses frontières, enrichir on va dire, une action qui en elle-même n'a pas de sens. N'a pas de sens. Donc ce ministre, je pense qu'il aura beaucoup de choses à faire, à organiser l'État, à organiser les différentes pratiques religieuses. Il a beaucoup de choses à faire. Hein. Donc poursuivre Doumi Fakoli, c'est vraiment dire que le ministre même, il ne sait pas beaucoup enseigner. En fait, il ne sait pas qui c'est. En fait. Il ne sait pas qui est Doumi Fakoli, en fait. Ou s'il sait qu'il est fait, ben, il va falloir qu'il assume, c'est-à-dire que le ministre des Cultes doit démissionner. Il doit démissionner et puis passer le relais à quelqu'un d'autre. Et puis, on est quand même aussi dans un état, on est en 2022, le ministre des Cultes n'a plus de sens. Je pense qu'il faut éviter ce genre de ministère inutile. Dans tous les pays, ça n'a plus de sens. On peut créer un ministère simple ministère de l'Intérieur qui gère à la fois les cultes et tout ce qui va avec. On n'a pas besoin d'un ministère de culte comme si on était en Arabie Saoudite. Ça n'a pas de sens. On est quand même dans le pays de Souniata Keïta. On est quand même dans le pays de Aboubakari II. On est quand même dans le pays des Fakoli. On est quand même dans un pays qui a été pendant longtemps laïque, avec des grandes universités. Donc, on ne peut pas nous ramener en arrière et faire, c'est comme le Mali n'a pas existé en tant qu'État étant laïque. Donc, je pense qu'il faut supprimer tous ces ministères de culte qui n'ont pas de sens et créer quelque chose de logique et aller dans le bon sens. Le bon sens étant que Doumi Fakoli a beaucoup produit. C'est un peu comme on disait dans le temps, au Mali, on avait Ahmed Baba. Ahmed Baba, c'est un jurisconsulte, un écrivain, un grand chercheur du Mali qui a produit des centaines d'ouvrages. Et Doumi Fakoli est un peu dans ce sens. Donc, on ne peut pas aujourd'hui mettre en prison un intellectuel de ce niveau et puis faire si comme de rien n'était et on vaque, on va dire, aux occupations habituelles. C'est pas possible, parce que je rappelle pour l'histoire que quand les Almoravides ont attaqué le Mali, la première des choses qu'ils ont fait, c'est de venir dans les universités de Sankoré. Et qu'est-ce qu'ils ont fait dans ces universités de Sankoré? Ils ont pris tous les enseignants, ils ont creusé un grand fossé, et tous les grands enseignants ont été ensevelis. Là, on est au Mali, là. C'est-à-dire qu'en une journée, on a perdu toutes les consciences. On est en 2022. Nous connaissons l'histoire. Donc, on ne peut pas agir si comme l'histoire n'existait pas. Ce n'est pas possible. La richesse de Doumi Fakoli n'a pas sa place dans une prison. N'a pas sa place dans une prison. Et que les autorités doivent mettre tout en œuvre pour le libérer immédiatement.
Voilà un peu, Thomas, ce que je peux dire pour l'instant. Ok, parfait. Tu as dit un mot juste tout à l'heure, tu as dit qu'il fallait que le ministre des cultes démissionne. Ça, ça pique un peu, ça veut dire que le gouvernement, une partie du gouvernement d'Assimi Goïta, tu penses il n'est pas apte enfin, il n'est pas dans le sens du panafricanisme, si j'entends un peu tes propos, Allez, Thibaut. Je pense qu'il n'est pas. oui, à l'état actuel de l'actualité où nous sommes aujourd'hui, je pense que ce ministère n'a pas lieu d'être. Parce qu'on est en pleine révolution. Je veux rebondir, si on parle du ministère, parlons aussi de celui qui est à la tête du ministère, Assimi Goïta. Assimi Goïta, à qui on a porté, on a lancé des fleurs. Bah, tout d'un coup, on se rend compte que c'est pas si joli que ça. Je voulais pas donner la parole aux autres intervenants. Qu'est-ce que vous en pensez maintenant de. Je vais juste, Thomas, je vais juste finir parce que ta question est importante. Je vais juste finir parce que c'est un point qui est important. C'est-à-dire que là, c'est pas Goïta qui est en cause. Il faut faire la scission. Daniel est en train de dire que c'est pas le moment. Et c'est vrai que c'est pas le moment. C'est-à-dire que il y a une expression africaine, ivoirienne, qui dit on reste pas dans les maniants pour retirer les maniants. C'est-à-dire qu'on reste pas dans les difficultés au front pour essayer de résoudre des problèmes internes. Non. Ce qui est en cause, ce n'est pas Assimi Goïta. Ce qui est en cause, il y a une maladresse, une faute d'un ministre des cultes qui doit, en l'occurrence, démissionner. Il doit démissionner. Il n'est pas à la hauteur de la tâche qu'on lui a confiée. C'est lui qui est en cause. Mais l'État en lui-même n'est pas en cause. Et je pense qu'ils doivent se revoir. On est à un moment où, en fait, c'est une transition, ça tâtonne, ça a sa direction, ça a ses soutiens. Et ça fait partie du tâtonnement, ça fait partie un peu des erreurs de la transition. Donc, on les appelle rapidement à corriger ça et à sortir, disons, grandi de cette faute et faire en sorte que, je réitère, hein, ce ministère doit être remplacé rapidement par... on a tellement de choses à faire, le Mali est tellement grand, le Mali est tellement plein d'intellectuels, d'inventeurs, de scientifiques. On a trop de choses à faire. Et donc, je pense qu'on ne doit pas nous ramener à un système de culte. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec Assimi Goïta, même si c'est lui qui dirige aujourd'hui la transition. Parfait. Je voulais avoir un petit peu vos avis sur l'impact qu'a eu Doumbi Fakoli, parce que ça a l'air d'être une personne qui a compté pour vous. Thibaut et Hachensout, comment avez-vous connu Doumbi Fakoli? Quelle était votre histoire avec ce personnage, avec cet écrivain? Quel impact il a eu sur votre vie? Et voilà, je voulais vous donner la parole sur ça et ensuite que vous sachiez, voilà, déjà avoir votre avis sur ça. Je laisse la parole à Diossou. Vas-y. Il faut que vous reconnectiez vos micros, Daniel et Hachensout. Alors, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, un préambule, j'ai connu Doumbi Fakoli, notamment autour des cours qui étaient prodigués donc à Paris dans les années 90-2000 par tous les gens que vous, en pleine lumière aujourd'hui. Voilà, je sais que vous connaissez tous aujourd'hui Kalala Omotunde, René Louis Etilé. Il y en a d'autres. Moi, j'ai connu aussi Pascal Kosivi. Il y en a plein que j'ai connus. Voilà, il y a aussi des Américains. Il y a aussi Bilolo que j'ai vu. Et parmi tous ces notoriétés qui sont aujourd'hui reconnues comme étant des intellectuels de renom dans le domaine du panafricanisme, du kémitisme, ils ont beaucoup œuvré justement pour que une certaine génération puisse s'emparer de leur noble héritage que nous ont laissé les Égyptiens antiques. Le mot d'ordre de ce mouvement-là a toujours été les humanités classiques des Kamites, c'est l'Égypte, tout comme la Grèce et la Rome antique pour les Européens. Donc, Doumbi Fakoli a bien conscience, effectivement, il ne parlait pas uniquement en termes de polarité blanc-noir, etc. Il était beaucoup plus vaste.
Hein, il savait qu'il y avait une renaissance, il savait qu'il y avait quelque chose à jouer. Et je pense que Dombi Fakoly, ne l'oubliez pas, lorsqu'il commence ses propos, il assume son identité qui lui est renvoyée et qui est le signe de l'aliénation. Je suis un mécréant, je suis un cafre. Ça veut dire qu'il y a à la fois quelque chose d'insultant, un infidèle, un incroyant. C'est vraiment quelque chose qui est dans le langage arabo-musulman de péjoratif. Et ça, il faut que les gens qui ont participé à la traite, notamment les musulmans, puissent l'assumer. D'accord? Comme nous, aujourd'hui, on ouvre les archives pour mettre à plat la traite triangulaire qui a enrichi l'Europe, qui a fondé soi-disant le capitalisme entre l'Afrique et les États-Unis et tous les pays européens, jusqu'à la Suède, ont participé à ce commerce inique, ignoble, hein, dont encore les descendants portent dans leur gène la marque. D'accord? Donc, lorsque Dombi Fakoly dit « je suis un cafre, je suis un mécréant », c'est-à-dire qu'il sait à qui il a affaire. C'est-à-dire ce ne sont pas la question des Noirs, c'est aujourd'hui comment dans nos têtes on a adopté une culture en faisant abstraction de ce qui s'est passé. Et c'est là le problème. C'est-à-dire, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai connu ces intellectuels donc lorsqu'ils étaient là, de manière à créer un mouvement embryonnaire. Hein. J'étais de ces luttes-là, lorsqu'on contestait certains ouvrages. Il faut savoir que on ne parle jamais réellement du problème de certaines traites. Hein. Dombi Fakoly, en mettant en avant ça, il dit « je vais beaucoup plus loin. J'assume ce que vous dites, mais je dis « mon origine est malienne. Mon origine est malienne et avant que vous n'arriviez sur le territoire, nous existions en dehors de vos religions. » Ça, c'est fort. La question qu'on a en droit de se poser aujourd'hui, comment se fait-il qu'un nombre aussi grandissant d'Africains ont un aussi grand besoin de la religion des autres? C'est une vraie question, parce que Dombi Fakoly, il en paye le prix fort aujourd'hui. D'accord? On est tous responsables de l'incarcération de Dombi Fakoly. On est tous responsables. Tous ceux qui ont baissé la tête, qui ont dit oui, je rentre dans vos temples, oui, je ne suis rien, je suis un mécréant, je suis un cafre, je ne suis rien du tout, je suis un nigger, je n'ai pas d'âme, donnez-moi une âme. Non, Dombi Fakoly dit, il y a des confréries, il y a une langue aussi âgée et jusqu'au bout, il dira la même chose. Et je le soutiens à 100%. Non pas dans l'acte de ce jeune homme, mais dans les propos forts de Dombi Fakoly pour pouvoir renaître, faire rejaillir la religion, non pas la religion, la spiritualité des origines. Donc moi, toutes les questions de profanation, ce ne sont pas mes questions. Excusez-moi, hein, chers auditeurs, ce ne sont pas mes questions. Daniel, toi, le contact que tu as eu avec Dombi Fakoly, est-ce qu'il t'a impacté dans ta vie? Est-ce que tu t'es mis au Non, Dombi Fakoly, je ne le pas comme Hatshepsut, je ne le connais pas personnellement. J'ai eu un ou deux de ses bouquins. Ce sont des petits livres comme ça. Oui, pour en revenir à revenir à ce qu'elle disait, justement, c'est quand même, il y a une forme d'ironie quand même dans l'incarcération de Dombi Fakoly, qui est un Malien. Certes, il ne revendique pas la culture religieuse du Mali. Mais en même temps, il faudrait pas que ceux qui pensent qu'une révolution, la révolution telle qu'elle a été entamée là, penser qu'elle doit s'orienter que vers ce côté-là, c'est-à-dire
ne pas vouloir dépasser on va dire les lourdeurs du passé. Il faut aller au-delà de ça. Et il faut pas aussi se tromper non plus se tromper en interne, se tromper d'ennemis, parce que je le rappelle, ce sont bien des musulmans qui attaquent le Mali. Oui ou non? Les Ansardines, les Azawad et tout ça. Donc, il y a quand même quelque chose, une contradiction là-dedans. C'est-à-dire que faire la chasse en interne à ceux qui sont supposés ne pas soutenir la révolution du fait qu'ils ne rentrent pas dans toutes les composantes ou toutes les combines internes, et en même temps oublier que le danger, il est tout autour. Il est tout autour. Donc, je pense qu'il ne faudrait pas oublier qu'ils ne sont pas sortis d'affaire, d'ailleurs. Ça va être un combat qui sera très, très, très long, très, très long. Et les coups pourront venir de toutes parts, pas forcément des intellectuels, mais et en interne même, je pense que tout n'est pas, une société est complexe et tout le monde ne tire pas forcément dans le même sens. Faut pas, parce que je pense bien que au niveau de la société malienne, ce sera un peu comme le Burkina avec Sankara. Sankara avait bien entamé sa révolution, mais on a bien vu que il y avait quand même une certaine élite qui a suivi, mais qui attendait le moment propice de sa chute. Et on a bien vu que avec comment il s'appelle, celui son ami qui l'a fait chuter, les choses sont devenues comme avant. Donc, en fait, c'est assez complexe aussi. Il faut dire qu'une société est complexe. Hein. C'est pas parce que c'est vrai, il y a un engouement pour cette révolution. Au niveau international, oui, il y a aussi des gens qui soutiennent, qui espèrent que cette révolution aille au bout, mais que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur, je pense que il faudra être attentif. Il faudra être attentif aux forces qui viendront déjouer les avancées de cette révolution. Voilà. Ok, bah merci à toi. Je vais laisser la parole à Thibaut et après on fera un dernier tour de table pour expliquer comment soutenir Doumbia qui est actuellement emprisonné. Alors Thibaut, je vais revenir vers toi, savoir un peu l'impact qu'a eu Doumbia Fakoly sur ta vie et si aussi tu avais bah aussi en même temps par la suite un message à lui transmettre si des personnes. Déjà, il a tout mon soutien. Doumbia Fakoly, c'est un écrivain. Doumbia Fakoly, c'est un grand conférencier. On s'est connus dans les années 90-2000 à l'école des mines, quand il faisait ses conférences, en même temps dans la mouvance de tout ce que a dit Adjessou tout à l'heure, avec Kalala, avec Bobby Gomez et tout ça. Bon, c'était un peu la suite des recherches et de Cheikh Anta Diop pour que toutes ces recherches puissent être compris du grand public et faire en sorte que ça ne reste pas que dans les bibliothèques, que ça ne reste pas qu'avec des sachants, mais que ça descende aussi dans les familles. Donc le travail que Doumbia fait, c'est de faire en sorte que toutes ces recherches, que chacun se l'approprie. Et j'ai l'anecdote à
à dire qui est marrant, c'est que je croise Dombi à la gare du Nord, en échange, il me dit, mais je suis à la recherche d'un livre. J'ai dit, mais quel livre? J'ai dit, mais l'universalité africaine face à l'ingratitude du monde européen sémite. Ce livre, je le cherche, mais j'arrive pas à le trouver. Est-ce que tu peux me dire où est-ce que je peux trouver ce livre? J'ai dit, mais qui t'a parlé du livre? Il dit, oui, mais j'ai pas mal d'amis maliens qui me parlent de ce livre en conférence. Et même, il y a notre grand qui reste en ce moment-là, qui a fait des conférences avec Cheikh Anta Diop, Obenga. Obenga en parle aussi dans sa conférence et tout. Et ce livre, il me le faut. J'ai dit, mais donc, tu sais au moins qui a écrit le livre? J'ai dit, oui, j'ai l'auteur en tête, mais j'ai dit, mais c'est moi qui ai écrit le livre, Dombi. Il dit quoi? J'ai dit, oui, c'est moi qui ai écrit le livre. Donc, quand tu veux, je t'apporte le livre. Tu l'apportes demain, le livre. L'universalité africaine, tu l'apportes demain. Il dit, mais tu me sauves, mais je suis sauvé, là. J'ai dit, ok, oui, il n'y a pas de souci, Dombi. Il n'y a pas de souci. C'est moi qui l'ai écrit, donc je l'apporte demain, je le dédicace. C'est vraiment avec plaisir. Donc, voilà un peu l'anecdote, c'est dire que, bon, même entre écrivains, entre chercheurs, bon, des fois, on ne connaît pas tellement les ouvrages des uns et des autres, mais on entend un peu parler, un peu à gauche, à droite, et puis bon, c'est un peu l'anecdote que je ressens qui est très intéressante. Mais à part ça, j'avoue que Dombi a toujours continué à travailler malgré les difficultés des recherches, c'est-à-dire financièrement, ce n'était pas évident de travailler au Mali, par exemple, avec tout ce que nous connaissons comme difficultés à la fois politiques, économiques, parce que le Mali est encore dans le franc CFA. Et quand on sait que le Mali, en ce moment, se dresse contre la France, qui émet le franc CFA, ça veut dire que économiquement, c'est très difficile pour tous ceux qui vivent là-bas. Encore plus difficile pour les chercheurs et pour les scientifiques. Parce que malheureusement dans nos pays, c'est pas tellement des activités qui ont pignon sur rue et qui sont hyper considérées, même dans les universités, ça reste encore marginal tout ça. Et donc malgré tout ça, il continue ce combat. Il a ouvert une chaîne YouTube pratiquement toutes les semaines. Il fait des émissions, il défend son point de vue, il fait en sorte que la spiritualité africaine soit au centre de nos débats, de nos politiques, pour une raison qui est très simple, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être en sécurité si vous n'êtes pas adossé à votre spiritualité. C'est complètement un non-sens. C'est-à-dire, c'est exactement la même chose que les pays africains aujourd'hui. C'est des pays qui n'ont pas de sécurité. C'est des pays qui ont confié leur sécurité à leurs bourreaux. C'est-à-dire que ce sont les armées américaines, les armées françaises qui assurent la sécurité de ces pays. Inversement, du point de vue moral et spirituel, mais ils n'ont plus de garde-fous, puisque leur morale et leur esprit a été emporté dans un désert. Donc, qu'est-ce que j'appelle désert? C'est-à-dire qu'ils ne sont plus adossés à une spiritualité qui peut les protéger. Parce que c'est ça le but du jeu. La spiritualité, elle est d'abord protectrice. Elle renforce la cote de confiance. Elle fait en sorte qu'on se surpasse, on se dépasse et on essaie de faire des grandes choses. Mais tant qu'on ne va pas dans ce sens et qu'on est un peu en errance avec des spiritualités renouvelées, des religions renouvelées, au sens où toutes ces spiritualités dont on parle aujourd'hui sont d'abord à base africaine, en autant la spiritualité ou la religion musulmane, c'est le sabéisme, hein, c'est-à-dire que religion africaine à 100%, qui a été renouvelée, qui a été enlevée de toutes ces pratiques et toutes ces procédures africaines pour mettre des nouvelles procédures qui n'ont rien à voir avec l'Afrique. Je donne un exemple. Par exemple, quand il y a un décès dans le monde musulman, le décès doit être enterré rapidement. Alors que pour les Africains, un décès, quelqu'un qui décède ne doit pas être enterré rapidement. Pourquoi? C'est d'abord, première procédure, c'est qu'on cherche à comprendre pourquoi
il est décédé. Donc, on essaie de faire des enquêtes. On essaie de faire, aujourd'hui on appelle ça l'autopsie et tout ça, pour chercher la cause. Deuxième élément, il se trouve que une personne qui décède, elle n'est pas toute seule, c'est-à-dire qu'elle est entourée d'une grande famille. Et il se trouve que ces familles ne vivent pas dans les mêmes enclos, dans les mêmes pays. Donc, il faut que toutes ces personnes qui sont intéressées par cette disparition, par la suite de la vie, la mort étant la suite de la vie, doivent être présents et assister à l'accompagnement. Ce qui fait qu'on n'enterre pas tout de suite. On peut mettre des années à enterrer. Et après, on peut aussi même faire de l'embaumement. Donc, quand la religion musulmane arrive, mais toutes ces pratiques sont mises à nu, sont à zéro. C'est-à-dire qu'une personne qui décède, elle part dans un linceul, c'est-à-dire dans un pagne blanc, et elle est enterrée. Alors qu'en Afrique, tu es enterré avec une partie de ta richesse. C'est ce qui fait, par exemple, qu'on a eu des personnes qui se sont considérées comme des scientifiques, qui ont passé leur temps qu'on appelle ça, à aller chercher dans les tombes, le mot exact que je voulais dire, c'est profaner, voilà. Aller profaner des tombes, en gros, pour aller chercher des richesses que je trouve dans ces tombes, parce que quand un dignitaire, même quelqu'un d'une classe moyenne, décède, il part avec ses richesses dans les tombes. Donc, la plupart de ces scientifiques, pseudo-scientifiques, ils ont passé leur temps à aller fouiller les richesses qui étaient dans les tombes. Ils ne vont pas dans les tombes pour chercher scientifiquement comment ça se passe. Non, ils y vont pour chercher les richesses qui sont dans les tombes. Et pire, ils prennent même le corps et la momie qui viennent vendre dans les pays européens. Pendant longtemps, les ventes de momies étaient monnaie courante partout dans les pays européens. Et au pire, au-delà de ça, ces momies étaient... Désolé, je finis juste. Juste parce qu'il faut, on va terminer. Oui, c'est vrai. Oui, Thomas, je comprends, mais je finis juste. Tout ça pour dire que nous sommes aujourd'hui en déphasage avec ce qui nous protège. Notre protection n'est plus là. Donc, il faut faire en sorte que ceux qui se battent pour cette protection, c'est-à-dire Doumbouya Fakoly, qui se battent pour cette protection, pour que les pays africains se renforcent, leur population se renforce, ces personnes doivent être soutenues, doivent sortir de prison le plus tôt possible. Très bien. Alors, je voudrais juste ajouter par rapport à ce qui avait été dit tout à l'heure concernant la laïcité. Alors, la laïcité, c'est très rapide, hein, parce qu'on va. Oui. Alors moi, le mot terme. Oui, mais la laïcité, je trouve que c'est pas un mot qui s'applique tellement à la société malienne ou même ancestrale, parce que la laïcité, son fondement, c'est de récuser par rapport à l'origine du monde, de récuser effectivement qu'il y a une partie publique qui serait régie par des idées scientifiques fondées sur l'évolutionnisme, etc. Et la religion et la religion qui serait renvoyée donc au privé. Et dans tout ça, on ne parle pas réellement de spiritualité. Vous voyez, c'est des deux sphères à gérer d'une certaine façon par des rituels, par le préfet, et puis dans la religion, c'est le pape, etc. Donc, c'est deux sphères que l'on prône, d'un côté la laïcité, de l'autre la religion, mais tous les deux hein, dans le fond, posent la question des origines. Avec Doumbouya Fakoly, on parle de spiritualité. Donc, le terme laïcité n'est pas réellement par rapport à ce que vient d'évoquer donc très justement Thibault. Il y a des coutumes bien avant l'arrivée donc de ces religions-là, et je dis bien religion. Donc, il y a une spiritualité qui pose les origines. Et la civilisation antique d'Égypte, pour eux, c'était pas une question de savoir s'il y avait d'un côté des origines avec de manière évolutionniste, etc. Et c'était des très hauts scientifiques. Rien n'empêchait d'avoir une spiritualité et de concevoir le monde en harmonie, en développant des mathématiques, de la géométrie, etc. Donc, à un moment donné, il faut arrêter, quoi, d'accord? Donc, alors, à un moment donné, il faut arrêter toute cette façon qu'ils ont de nous balancer au travers donc du visage, la grandeur et la splendeur de leur connaissance. Et moi, je vais, dans la suite de ce que dit Doumbouya Fakoly, mettez-vous autour de la table, organisez un débat.
D'accord? Donc, soutien à Doumbie Fakoli, grand homme, grand intellectuel, grand spirituel. Il a une manière donc d'aborder les questions. Il n'a pas peur. Et comme il le dit, je suis un mécréant, je suis un camphre, un cafre. Ok, parfait. Alors, Hachem Sout nous a transmis un lien pour soutenir Doumbie Fakoli. Le lien sera sous la vidéo, sous le podcast. Si vous regardez sur YouTube, on va vous le mettre. Si ça sera sur les plateformes de podcast, vous pouvez également le voir. Vous avez juste à cliquer et faire un don pour soutenir Doumbie Fakoli. Ça sera un lien PayPal de l'association de Doumbie Fakoli, donc de ses contacts. Est-ce que tu peux en parler un peu plus de ce lien Hachem Sout très brièvement pour les Alors, il faut savoir que nous sommes. Comment tu as eu ce lien, etc. Voilà, alors justement, alors toute Très la. brièvement. Ouais. Alors oui, alors toute la sphère que j'ai décrite tout à l'heure, donc qui a été le fondement donc du kémitisme à Paris, hein, donc des années 90-2000, parmi ces personnalités figurait Pierre Nilon. Et Pierre Nilon donc a été voilà, il a eu vent donc de cette incarcération complètement injuste et blasphématoire à l'encontre d'une grande personnalité telle que Doumbie Fakoli. Et il m'a transmis ce lien et donc en toute confiance, hein, j'ai appelé donc la personne pour m'assurer effectivement qu'il y a bien donc un transfert donc des fonds pour soutenir l'avocat et toute la logistique qui va derrière, pour qu'à la suite donc de son procès qui aura lieu malheureusement très loin, donc en mars, si on pouvait obtenir une libération assez rapide, si l'avocat pouvait avoir les moyens pour pouvoir le faire, n'hésitez pas à verser, à renseigner un compte PayPal si vous ne l'avez pas déjà. Faites le maximum pour que effectivement les choses on puisse passer à autre chose. Voilà, bon voilà, ça sera votre manière à vous, si vous écoutez notre podcast, ça sera votre manière à vous de soutenir Doumbie Fakoli. En tout cas, merci à vous, hein, les panélistes, d'avoir participé à ce goûter panafricain. On a fait plus court que d'habitude aujourd'hui, histoire de changer un peu de format. On a fait 47 minutes à peu près de podcast, mais vous avez déjà beaucoup d'informations sur la situation de Doumbie Fakoli, qui sera jugé malheureusement au mois de mars. Donc, restez au courant. Dans tous les cas, s'il y a du nouveau, on vous tiendra au courant sur la chaîne. Pensez à vous abonner, pensez à commenter, laissez vos avis sur notre chaîne Goûter Panafricain. Et on se retrouve très, très bientôt pour… d'ailleurs, il y a, comme disait, je vais faire la publicité à la place de Thibaut. Il vient d'en parler tout à l'heure. Il y a le livre de Thibaut Obo qu'il faut prendre. Même Doumbie Fakoli le voulait. L'universalité face à l'ingratitude du monde sémite. Donc, voilà, Doumbie Fakoli voulait se fournir ce livre. Donc, il n'y a aucune excuse. Il faut aussi que vous preniez ce livre parce qu'il est très, très bon et il est fait par notre auteur qui est panéliste, qui est sur la chaîne Thibaut Obu. On va couper le podcast là. Portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine, l'équipe. Et Salut. on se retrouve. Salut. Dès mercredi, dès très rapidement, il y aura un nouveau podcast. On ne vous en dit pas plus, mais ça va aussi envoyer du lourd. Portez-vous bien. Merci beaucoup. Bye bye. Merci. Salut.